Individualisation, je dirais, quasiment inexistante, sauf à certains moments où tu avais une relation privilégiée avec quelqu'un. En tout cas, en termes d'accès au savoir, d'accès à l'information, il fallait passer par le prof, il fallait passer par les canaux de diffusion. Alors, est arrivé évidemment la révolution du papier, comme dit Michel Serres, où d'un seul coup, et c'est surtout au XIXe siècle que ça s'est regardé, c'est qu'on a dit, bah oui, mais avec le papier, les gens ils vont pouvoir lire des choses qu'on n'a pas envie qu'ils lisent. Alors ça fait un peu le bazar, et d'ailleurs certains n'étaient pas trop contents, c'est pour ça qu'il y a eu la censure d'ailleurs, hein, parce que si tu mets pas de censure, pour le papier je dis bien, alors ça c'est l'internet c'est la même chose, mais avec le papier déjà, c'était pas bien correct. Mais on permettait à l'individu d'accéder à des choses auxquelles il ne pouvait pas avoir accès. Alors t'imagines bien qu'avec l'arrivée du numérique, on est sorti de là. Alors on va prendre un exemple parce qu'on en a parlé ce matin dans les tables rondes. On a entendu parler du Centre national d'enseignement à distance, être ex-CNTE, Centre national de téléenseignement. Et il se trouve que dans une expérience personnelle à une époque, on m'avait envoyé, je m'étais inscrit, on m'avait envoyé une pile de documents et on m'a dit voilà, travail. C'est la classe inversée. Voilà. En fait, moi je pense que le CNED a inventé la classe inversée avant même qu'elle n'existe dans nos trucs. Le flip learning, en fait, il l'avait inventé. Sauf que la classe inversée, comme les MOOC, tous ces trucs-là, ça renvoie à l'individu sa responsabilité de guider son apprentissage, d'être capable de tenir. Regarde le nombre d'abandons. J'ai une étudiante qui s'intéressait au MOOC. Et je lui dis, écoute, interviewe tous les gens qui s'inscrivent au MOOC et interviewe surtout ceux qui restent pas. Parce qu'on sait ceux qui restent, ah ouais c'était génial, c'était bien. Mais ceux qui restent pas, ils font quoi? D'abord, pourquoi ils restent pas? Pourquoi ils ont commencé un petit peu puis ils ont arrêté après? Qu'est-ce qui les a motivés à rentrer là-dedans? Alors, on sait bien qu'il y avait, sur les premiers MOOC, il y a des visiteurs. Hein, sur le Wikipa, par exemple, il y avait des visiteurs, on le sait, on est là pour voir. Voilà. Ils n'étaient pas venus là pour apprendre. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui veut vraiment apprendre quelque chose, eh bien, même tout gamin, il a tout à portée de main. Alors, moi je me base là-dessus sur des entretiens que j'ai menés avec des gamins, sur des gamins que j'observais, des jeunes, qui sont passionnés. Un jeune passionné qui veut apprendre quelque chose, il n'a pas besoin de prof, il n'a pas besoin d'école, il a besoin de repérer dans l'univers dans lequel il est des appuis. Alors c'est des appuis, c'est des tutoriaux, mais c'est des collègues. Un jour, un jeune qui connaissait bien Blender, tu sais ce logiciel de 3D libre, qui connaissait bien Blender, participait à des forums en disant on fait ci, tiens j'ai fait ça, comment vous avez fait ça, des forums d'échange. Et puis un jour, un jeune qui était à l'autre bout du monde lui envoie un mail, écoute, j'ai 13 ans, je débute dans Blender, est-ce que tu pourrais m'aider? Du coup, il s'est transformé en prof. Alors que lui avait appris tout seul par les forums, et qu'il continuait de développer sa compétence par les forums, il est devenu quasiment enseignant, mais pas vraiment enseignant. Il est devenu, je dirais, co-constructeur de savoir pour causer riche comme on cause maintenant, mais en tout cas, il a... Causer riche. Causer riche, on cause riche. J'ai entendu que les cocos, tous les codes de toutes sortes, hein, c'est riche. Et du coup, on renvoie finalement... On dit un jeune qui a un potentiel d'apprentissage colossal, mais absolument, exactement. Mais avant, il y avait quelqu'un d'autre qui avait beaucoup travaillé là-dessus, qui est Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, pédagogue recensé d'ailleurs sur le site de l'UNESCO. Je dis ça parce que beaucoup de gens disent mais Sri Aurobindo c'est un truc louche. Non, pas du tout. Effectivement, c'est un penseur indien qui a monté Auroville, à côté de Bombay. Dont la suite n'a pas obtenu l'utopie qu'il avait, mais il est référencé par l'UNESCO comme un des grands pédagogues, des penseurs de la pédagogie. Et dans les penseurs de la pédagogie, lui, il avait imaginé que, d'abord, on n'est pas obligé d'enfermer les jeunes tous ensemble dans un lieu pour qu'ils apprennent. On peut peut-être mettre des adultes. Alors maintenant, tu sais, on met des vieux dans les écoles primaires. On dit aux vieux, on construit une école à côté d'un foyer de 3e âge. Comme ça, on dit, ils vont peut-être s'apprendre. Ben oui, mais Sri Aurobindo, il a dit, ça c'est naturel. Tu apprends avec tes parents, tu apprends avec des adultes, tu apprends dans la rue, tu apprends... Mais simplement, dans la ville, dans la cité, apprendre, c'est un fait collectif. Ce qui fait que, plutôt que d'aller vers un individualisme libéral terrible qui serait... on va se battre pour apprendre. Un petit peu ce que j'ai vu l'autre jour, je suis allé à l'école 42, tu sais, l'école de Xavier Niel. J'ai vu un petit peu cette idée-là. Alors, ils sont partagés là-bas dedans. Mais en fait, ce qui se produit, c'est que les jeunes, quand ils sont comme ça, dans une situation de concurrence très forte, eh bien, ils développent des systèmes parallèles d'entraide, des systèmes de solidarité. Parce que quand tu es en difficulté d'apprentissage, si tu arrives à trouver dans ton environnement des gens pour t'aider, eh bien là tu peux avancer. À l'école, qu'est-ce qui se passe? On te contraint, t'as le prof.
t'as pas le droit de parler à ton voisin, parce que attends, c'est pas bien de parler au voisin. Voilà. Et puis il y en a qu'un qui a la parole, c'est le prof. Donc tu vois bien que avec le numérique, aujourd'hui, il y a un potentiel de renversement qui n'est pas la classe inversée, parce que moi, la classe inversée pour moi pose le même problème que la classe traditionnelle. Le renversement, il est différent, c'est que le jeune peut se guider dans l'apprentissage, peut conduire son apprentissage. Moi, je suis choqué de voir, par exemple, combien on ne met pas à profit les passions des jeunes, rien que, d'abord parce qu'ils ont une passion, et ensuite parce que la passion est une occasion d'apprendre. Il y avait une jeune qui était amateur de Mylène Farmer, me racontait tout ce qu'elle faisait sur le web. Je l'ai interrogé sur la compétence Internet et la compétence numérique. Et il me dit, mais avec Mylène Farmer, je participe à des forums, je recherche, je connais tout sur les trucs, j'ai mes favoris. Elle publiait des trucs sur les dernières nouvelles. Autrement dit, elle développait des compétences. Alors, sur Mylène Farmer, qui n'est pas une compétence scolaire, puisqu'il n'y a pas à connaître dans les référentiels du scalp commun, il n'y a pas ça. Ceci dit, dans la cour de récréation, ça existe. Par contre, toutes les autres compétences qu'elle développait, on se dit, mais imagine qu'on transforme Mylène Farmer en d'autres termes, jusqu'au jour où j'ai croisé ce petit gamin de CM1, ce jeune de CM1 qui me dit, moi je suis passionné des oiseaux de l'Antarctique. Et il faisait exactement le même travail sur Internet, c'est-à-dire qu'il allait chercher toutes les informations. Tout comme un beau jour, j'ai croisé dans mes stages que je faisais auprès d'enseignants, un enseignant, alors c'était au début de l'Internet, c'était dans les années 95-2000, qui était passionné d'horlogerie. C'était son job. Il est devenu, avec un site, à l'époque c'était pas le Web 2.0, c'était le Web 1, mais il était déjà devenu le site de référence de l'horlogerie dans le monde entier, parce qu'il avait tellement compilé de choses, il avait fait un tel travail, qu'il avait réussi à devenir effectivement un lieu de grande conservation. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on est dans une période dans laquelle chacun de nous a un potentiel d'apprentissage, de production, d'insertion sociale et autres qui est à portée de la main. Maintenant, ce qui manque, c'est le mode d'emploi. De gens passionnés qui expriment ce potentiel, c'est 5 à 10% des gens qui arrivent à se mettre par eux-mêmes. Comment on fait sur la masse, sur la majorité des gens qui sont là, qui sont toujours en mode attente, toujours en mode spectateur? Parce que le Web 2, quand tu regardes le nombre de contributeurs par rapport au nombre de visiteurs, par rapport au nombre de gens qui sont spectateurs, il y a quand même une majorité des gens qui sont encore dans cette posture-là. La grande majorité, c'est dans cette posture-là. Donc tous les exemples que tu me donnes, on en a aussi à l'université, où des étudiants qui ont ouvert des pages Facebook, avec des dizaines de milliers d'inscrits, qui sont super passionnés. Mais tous les autres sont en mode attente. J'attends qu'on me déverse des savoirs. Cela, ça va là. Il va falloir que les bouger, il va falloir qu'ils se rendent compte, parce que eux, ils sont depuis gamins, depuis la maternelle dans un mode, c'est le maître qui te dit, donc ils sont rentrés dans le moule, et pour les faire sortir, il y a aussi cette difficulté-là. Parce qu'avec le numérique, tu vois les pistes pour les faire, cette majorité-là, pour leur faire passer le gap. Alors, tu as peut-être vu, tu as sûrement vu la vidéo de Sir Ken Robinson, qu'il a passée au TED, sur la créativité. Et il y a un passage dans cette vidéo où il explique que quand tu poses la question de la créativité à propos du trombone à des enfants, tu as 500 propositions si tu as des gamins de 5 ans ou 10 ans, tu as 200 propositions s'ils ont 15 ans, tu as 3 propositions s'ils ont 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le modèle scolaire actuel, ce qu'on appelle la forme scolaire, en fait, génère des comportements, ces fameux 90% de jeunes. Alors je ne dis pas que tout le monde peut accéder systématiquement à ça. Des jeunes ont besoin de structures. Ils ont besoin de lieux de rassemblement, de lieux de confrontation. Et là, l'école, le lieu scolaire, j'appelle plus à l'école, j'appelle ça la maison de la connaissance. Mais, le lieu, si tu veux, de rassemblement des gens qui apprennent est un lieu favorable à ça. Mais le lieu de rassemblement des gens qui apprennent, c'est pas un lieu où on apprend à désapprendre. Quand tu dis à un élève, vous allez lire, un élève de seconde, tu lui dis, écoutez, vous allez lire pendant les vacances de la Toussaint le livre de Benjamin Constant, je ne sais plus comment ça s'appelle ce livre, un grand classique, et à la sortie des vacances, on y retravaillera. Et le seul travail que fait l'enseignant après, c'est de leur dire, vous fermez le livre, je ne veux pas avoir un seul livre ouvert, et vous allez répondre à nos questions. Et il fallait avoir quasiment appris par cœur le livre pour y répondre. J'ai dit, si tu voulais dégoûter des jeunes d'apprendre à lire, et de lire les Benjamin Constant, c'est le meilleur moyen. Donc je pense que nous avons, dans la forme scolaire, dans l'organisation actuelle, un potentiel négatif très fort qu'il faut combattre à l'intérieur de l'école d'abord. Et le numérique est une opportunité formidable. J'étais récemment dans une école primaire à côté de Châtellerault où on faisait un film sur l'usage des tablettes.
Et j'ai vu, alors l'enseignant, il avait un truc à faire, on lui avait donné. Et puis, à la fin de ce truc qu'on lui avait donné à faire, qui est un exercice un peu systématique, il était en test, c'était une observation expérimentale. Nous, on a continué à filmer après. Deuxième partie, il nous a dit: est-ce que vous voulez que je continue? Oui, continuez votre journée. Il était dans une situation ordinaire. Et l'enseignant avait inventé un petit exercice. Alors, sûr, c'était pas le nirvana de la pédagogie, ni le nirvana de l'ergonomie, mais ça fonctionnait. Et il a mis ses élèves à travailler en mode collaboratif, avec un vidéoprojecteur où chacun se connectait sa tablette sur RTV, etc. Sur Apple TV, c'était extraordinaire. Autrement dit, les enseignants ont un potentiel d'inventivité qui est freiné par le cadre dans lequel ils vivent et, je dirais, le cadre qu'ils ont même eux-mêmes, qu'ils portent eux-mêmes. Parce que ça les rassure, parce que c'est très déstabilisant et on les comprend. Du coup, on parlait tout à l'heure avec des collègues de téléphones portables, de smartphones. Bon, on va arrêter de rêver quelques minutes, mais au collège, tu peux mettre toutes les interdictions que tu veux. Les jeunes, ils ont leurs appareils et ils vont s'en servir. Donc on va pas dire longtemps, on va les interdire. Simplement, on va réfléchir à... J'ai une anecdote à propos de ça. Quand j'étais élève en terminale, j'avais une prof de maths qui voulait absolument qu'on serve de la règle à calculer pour faire les logarithmes népériens. Et donc c'est parce qu'on faisait les calculs, il fallait absolument avoir cette règle à calculer que j'ai perdue, j'en avais acheté une à l'époque. Et donc on avait tous la calculette sur le genou, sous la table comme ça. Et puis le matin on arrivait, c'était logarithme népérien de 22. Et on disait 22, et on disait madame c'est 2 gna 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 gna. Et ben voyez, vous n'avez pas besoin de calculette, ça va beaucoup plus vite qu'avec la règle à calculer. Donc elle voulait un résultat, on lui donnait un résultat, elle était contente, et puis on s'en allait tous, mais c'était marrant quoi. Et donc avec le téléphone portable, on va arriver rapidement à ça quoi. Par contre, il y a un danger avec aussi, que moi je vois, et surtout ici, il y a pas mal de choses qu'on voit, c'est la substitution. C'est-à-dire la technologie, on croit qu'on change, parce qu'on utilise la technologie, mais en fait on fait exactement la même chose avec la technologie. Le TBI par exemple, j'utilise mon TBI comme un tableau noir. On voit et le prof n'en a pas conscience, parce que comme il utilise un outil, il pense qu'il a tout changé. Mais en fait, il a juste substitué sa craie avec son doigt ou son stylet électronique, et ça, pédagogiquement, il n'a rien changé. Donc il y a aussi il y a un potentiel, mais il y a aussi un potentiel de danger, c'est la substitution qui fait, ouais, j'ai changé tout, non, j'ai rien changé. Et ça, il ne comprend pas. Alors, je vais faire un peu quelques citations quand même pour montrer que je sais quelque chose, que je dis quelque chose. Geneviève Jacquinot, que j'ai eu comme directrice de thèse, avait écrit dans les années 78-80 que lorsqu'une technologie nouvelle arrive dans le monde scolaire, les premiers usages qui en sont faits sont des usages dits archaïques. C'est-à-dire des usages qui sont fondés sur les pratiques les plus traditionnelles. Récemment, Emmanuel Sander et Douglas Hofstadter ont sorti un livre très intéressant sur l'analogie. Moi, je conseille la lecture de cet ouvrage paru chez Odile Jacob en février 2013. Cet ouvrage nous rappelle une chose essentielle, c'est que nous commençons toujours à aborder un problème nouveau par des analogies. Or, ces analogies, nous les avons avec quoi? Avec ce que nous connaissons déjà. Donc, l'enseignant, lorsqu'il voit apparaître un nouvel outil, il va d'abord faire une analogie avec ce qu'il connaît. Donc, il va transposer, dans un premier temps, une pratique qu'il a l'habitude de faire dans un univers qui est nouveau. Alors, deux choses peuvent se produire. Alors c'est le problème de la nouveauté, ou ça ne marche pas bien techniquement. Auquel cas, il va dire, bon, c'était mieux avant, et de toute façon, la technologie, je fais la même chose que je faisais avant. Ou la technologie est suffisamment souple pour permettre à l'enseignant de découvrir petit à petit qu'il y a peut-être des petites pistes complémentaires, tu vois, et là, on découvre une inventivité formidable, qui est une inventivité qui est beaucoup plus présente qu'on ne l'imagine, sans les technologies d'abord, avec ensuite. Mais les enseignants ont peur ont souvent très peur de se lancer. Parce que c'est risqué, parce qu'on ne mesure pas bien les effets, cette volonté toujours de mesurer les effets, de savoir s'ils apprennent mieux. Mais et des collègues, et des parents, voilà. Et parce que tout le monde a la même analogie. Toi, quand le jour où tu arrives pour la première fois devant un public d'élèves, quand tu deviens prof, tu
commences par te souvenir de ta classe quand tu étais élève. Donc inévitablement, c'est cette analogie-là qui joue. Maintenant, comment faire bouger ces analogies? C'est là que les pratiques personnelles, ce qu'on appelle l'acculturation, les pratiques personnelles du numérique chez les enseignants sont en train de faire bouger petit à petit les choses. Mais et c'est là où en ce moment on voudrait bien faire évoluer les choses. Ça a été posé la question ce matin sur les ENT à propos des ENT sont un carcan dans le cadre. C'est que très souvent, le monde scolaire, et en particulier en France, on a tendance à mettre en place le moule et de faire en sorte que le moule contraigne complètement les gens. Du coup, l'enseignant un petit peu, alors je ne parle pas d'innovant parce que l'innovant on le connaît, mais l'enseignant un petit peu qui a envie d'essayer, tu vois, qui n'est pas semi-innovant, on va appeler ça semi-innovant, ce que sont 90% des enseignants en réalité, eh bien, il va se retrouver très frileux et il va même dire non, moi ça c'est pas ça que je fais. Et comme l'institution ne suit pas forcément autre que dans des forums innovants ou autres, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui est quand même très limité, eh bien, quand c'est pas l'inspecteur qui arrive et qui dit vous savez, c'est pas ce que je vous ai dit de faire. Enfin, on voit bien, là, on est dans une période dans laquelle tout est en train de bouger. On le voit par exemple au niveau des académies, des inspections. Longtemps, alors en 2001, l'inspection générale avait taclé les inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne voulaient pas entendre parler du B2I. Mais bien taclé, bien dans un bon rapport publié, en disant il est absolument anormal que les IPR ne relaient pas l'obligation du B2I et que les IEN ne le fassent pas non plus. Il y a 10 ans de ça. Aujourd'hui, les choses ont vraiment changé, mais pas complètement. On voit bien que l'institution a 200 ans d'histoire, le numérique, alors il a 40 ans dans le monde scolaire, mais il a vraiment 10 ans de généralisation. Et au cours de ces 10 années, on sent qu'il y a une prise de conscience progressive de on ne pourra pas rester comme on est. Malheureusement, pour l'instant, tu le disais pour les parents, tu le disais aussi pour les élèves, pour l'instant ça ne bouge pas beaucoup. Là où ça bouge le plus, c'est l'enseignement supérieur. Quand tu vois la vitesse à laquelle ça bouge, alors, non pas dans des pratiques généralisées, mais quand tu regardes globalement comment ça évolue, l'enseignement supérieur a mis en place énormément d'environnements numériques de travail, des bibliothèques connectées à l'intérieur de l'environnement numérique de travail. On en est encore bien loin dans le système scolaire, dans beaucoup d'établissements, pas tous, ça avance. Mais on voit que les infrastructures sont prêtes. Et puis surtout, dans l'enseignement supérieur, les étudiants, ils ne nous ont pas attendus. Hein. Et puis s'ils ne vont pas là, ils vont ailleurs. Ils ont le potentiel. Eh oui. Et le potentiel, ils l'ont d'aller vérifier que l'enseignant, c'est pas un zozo qui raconte n'importe quoi ou qui lit le livre d'un autre pendant pour faire son cours. Je peux dire que pour les enseignants, on en a discuté avec Pascal Lardelier l'an dernier. Il s'est retrouvé devant des étudiants et devant des forêts d'écrans derrière lesquels il y avait des forêts d'étudiants, des visages d'étudiants, et il disait mais c'est devenu le capot d'écran. En plus ils font de la pub pour des marques avouables et inavouables, donc si tu veux, il est totalement déstabilisé. Il le dit comme d'autres, et moi je l'entends tous les jours, tu vois, à la Gâteau de Lyon, quand on travaille avec les enseignants, ils disent mais les étudiants ils veulent plus écouter nos cours. Pourquoi? Et en plus, ils viennent me dire oui, mais vous comprenez, il y a un cours sur le site de machin, c'est le même que le vôtre, mais il est beaucoup mieux quand même. Ils ne le disent pas parce qu'ils sont polis, hein, ils sont pas méchants. Ils disent mais j'ai déjà fait ça. Du coup, il y a l'absentéisme. Alors évidemment, on a toujours la ressource, c'est vous aurez votre examen si vous venez au cours. Donc ils viennent au cours. Alors ils utilisent l'ordinateur, mais dans l'ordinateur, tu regardes, alors mettez une caméra au fond d'un amphi et vous verrez ce qui se passe. Et du coup, ils réservent leur billet de train, ils préparent le week-end prochain, éventuellement ils vérifient ce que dit le prof. Il y en a quelques-uns qui le font, il y a des sérieux quand même. Bon, alors, en même temps, c'est plutôt intéressant que les étudiants, comme les élèves, s'organisent dans leurs apprentissages. Tu as évoqué tout à l'heure une question, malheureusement, qui nous taraude, et il faut y revenir. C'est comment l'école peut développer un modèle dans lequel on apprend aux élèves à apprendre par eux-mêmes. C'est quasiment un oxymore. Comment une école de la massification peut permettre à des gens de se passer d'une école de la massification? On est là dans un oxymore. Or, là, je pense que tous les enseignants qui le souhaitent peuvent, non pas en allant sur la classe inversée, mais en allant sur le potentiel du web et sur la gestion de la dynamique d'apprentissage, le plaisir d'apprendre, diraient certains, mais pas seulement le plaisir d'apprendre. C'est pas le plaisir d'apprendre en fait, parce que le plaisir d'apprendre, après ça, on est on tombe très vite dans, je dirais, une vulgate qui est il faut apprendre avec plaisir, il faut plus souffrir. Non, non. Tu regardes un gamin devant un jeu vidéo.
tu le vois recommander 25 fois, je peux dire qu'il en bave. Il souffre, il fait des efforts. Mais le plaisir, ce n'est pas de s'amuser à travailler. Le plaisir, c'est d'être capable d'anticiper sur un résultat et de faire ce qu'il faut pour obtenir ce résultat, quitte à souffrir pour ça. C'est ça l'effort. Or, on nous rebat, ils ne savent plus faire des efforts. Si, les jeunes savent faire des efforts. Simplement, ils choisissent pourquoi. Donc, je pense que sur des pédagogies dans lesquelles on donne aux jeunes une marge de manœuvre, voire même une marge d'initiative importante, on peut avoir, à l'aide du numérique justement, le moyen de faire développer cette envie d'apprendre. Alors évidemment il faut des tuteurs. Alors des tuteurs, c'est la métaphore, jardinière, pas la métaphore scolaire. Parce que le tuteur, je le vois bien, l'accompagnement, on va tutorer. Bon, quand même, on a un rôle. Non. Le tuteur, il se tient à bonne distance. Bon, il se trouve que parfois même le tuteur, je sais pas si c'était déjà arrivé. Tu plantes un arbre, tu mets un tuteur, le tuteur pousse, l'arbre ne pousse pas. Et pourquoi pas? C'est quand on parle de co-apprentissage, tu vois. Or, là, au début du numérique et d'Internet dans les classes, de façon démocratique, nos collègues québécois avaient parlé d'enseigner par-dessus l'épaule, l'élève rapaillé, tu te rappelles Bibo et compagnie. Bon. Et moi je disais aussi, dans le même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que dans une classe, on fait face à face. Dès que tu mets un ordinateur, on est côte à côte. Eh bien, imagine, absolument, imagine qu'on enseigne désormais plus que côte à côte. Et c'est une jeune étudiante de classe prépa l'an dernier avec laquelle j'animais une table ronde avec des chefs d'établissement. Et on discutait ensemble et elle dit, dans sa classe prépa, il y a des enseignants qui ont un peu réfléchi à la question. Ils savent bien que, alors on est en classe prépa littéraire, prépa concours et tout, deuxième année, c'est bien dur pour les concours. Mais elle me dit, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que nos enseignants passent l'examen en même temps que nous. On passe l'examen, c'est comme s'ils le passaient. Et du coup, ils utilisent le mail, les sites, etc. pour être avec nous dans ce truc-là. Autrement dit, tu vois bien, il y a des dynamiques d'apprentissage que l'on peut impulser. C'est vrai que c'est des prépas, c'est des bons élèves, etc. D'accord. Mais en même temps, tu vois bien aussi que la posture de l'enseignant, lorsqu'il est rassuré dans sa relation avec l'élève, lorsqu'il est rassuré dans sa relation avec les parents, et qu'il est rassuré dans l'usage des médias, eh bien, il peut très bien utiliser ça pour développer le potentiel d'apprentissage de l'élève. Mais il faut qu'il ait vraiment en tête que ce qui importe, ce n'est pas d'avoir fini son programme, la massification, mais que l'élève progresse, l'individualisation. La première démarche de celui qui travaille sur la personnalisation de l'enseignement, c'est de s'intéresser à la progression de l'élève et non pas au fait que le programme soit terminé. Malheureusement, on n'est pas encore là. Et hier soir, dans la table ronde qu'il y a eu, on nous a rappelé que les programmes allaient être refondés pour la xème fois. Alors pas tous en même temps parce qu'il ne faut pas aller trop vite, mais on est quand même encore dans les programmes. Programmation, massification. Tu vois bien que le système scolaire actuel a encore un grand chemin à parcourir pour rentrer dans cette société qui est une société de personnalisation de services, de personnalisation de produits, société qui est accompagnée pour ça par le numérique qui le rend possible. Pour parler un peu prospective de personnalisation, on commence nous à voir dans l'enseignement supérieur aussi d'autres types de changements. Les écoles d'ingénieurs ont de plus en plus de mal à caser leurs jeunes parce qu'ils sont dans des formats, des standards et que la société est compliquée et que maintenant ils ne correspondent plus à ces standards-là, plus aux standards de la société. Donc si l'école ne change pas, la société elle a changé, elle commence à imposer, à dire bah non, le gars il ne correspond pas, je vais chercher plutôt pas forcément des diplômés. Ça aussi c'est nouveau. Ça commence à apparaître, c'est pas à tout le monde, hein, c'est à 1,01%, mais on commence à avoir des choses comme ça. Et donc c'est par ce biais-là, quand les jeunes vont voir que le potentiel de recrutement, et c'est pas sûr, il faut faire une grande école, mais c'est parce que je suis compétent, c'est parce que j'ai construit un truc en 3D, c'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que j'ai intervenu dans les forums, etc., on va dire, attends, ça change la posture aussi. Et donc c'est aussi par la modification de la société qui est énorme. On ne se rend pas toujours compte parce qu'on est dedans, on est immergé, que cette individualisation va se faire. Il y a un tuteur pour ça, un tuteur jardinier. C'est la démarche, alors j'aime pas parce que les mots sont piégés, portefeuille de compétences, portfolio, etc. En fait, si tu fais prendre conscience à un élève, à un jeune, que la richesse, c'est tout ce qu'il sait faire, et que c'est un stock qu'il va travailler, faire grandir, faire évoluer, et qu'il a le droit de le valoriser, et qu'il peut le valoriser, alors le monde académique, scolaire, universitaire, devient un élément de ce stock.
Or, pour l'instant, et c'est le problème de certains de nos ingénieurs, c'est que ce stock, en fait, il est exclusif de l'autre. Donc le stock personnel, j'ai travaillé sur Blender, etc., il est exclusif de l'autre. Il se trouve que j'ai un garçon qui est ingénieur depuis 2-3 ans, qui a fait une alternance ingénieur bâtiment, et qui était passionné de 3D, tout comme ça. Il a développé personnellement les compétences à utiliser Blender, mais il l'utilise pas en entreprise. Par contre, il a développé les compétences personnelles à utiliser SketchUp, Google, pour faire de la modélisation 3D. Dans sa boîte, dès qu'ils ont un projet et qu'il faut le visualiser, on vient le voir, on lui dit est-ce que tu peux pas mettre cette compétence-là au service. Le problème, c'est que l'entreprise aussi, et c'est là un des problèmes de l'évolution des entreprises, c'est que pour l'instant, c'est aussi beaucoup dans l'informel. C'est que l'entreprise dit non, c'est pas les diplômes qui nous intéressent, mais enfin, tu as intérêt à avoir un diplôme d'abord. Alors, une fois que tu as le diplôme, par contre, c'est ça. Et donc, c'est stock, tu vois, de compétences. Tu as les compétences académiques, reconnues académiquement. Encore faudrait-il les préciser, d'où la raison du supplément au diplôme pour les masters et autres. Hein. Mais en même temps, il y a mon stock personnel. Et pour l'instant, dans notre système éducatif français en particulier, le système scolaire et universitaire, il y a ce qu'on appelle le monopole des diplômes et le monopole des certifications. Il faut passer sous des fausses codines très lourdes. Soit celle du ministère du Travail, le RNCP, soit le ministère de l'Éducation pour avoir un diplôme. Et à côté, alors s'il y a bien un peu de VAE, oui, mais enfin, pas trop quand même, il ne faut pas exagérer. Hein. Et derrière ça, il y a des entreprises qui essayent de faire bouger les choses. Et là, il y a un bon exemple pour y revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'exemple de Xavier Niel à nouveau à l'école 42. Qu'est-ce qu'il dit, Xavier Niel? Il dit, écoutez, on arrête de se plaindre qu'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas d'informaticiens. On arrête de se plaindre que le système est mal foutu, on ouvre une école et tous y viennent. J'ai vu les statistiques l'autre jour de la première promotion de ceux qui sont passés dans le recrutement, 800. Sur 800, tu en as 50% qui n'ont jamais fait d'informatique et qui viennent là en disant peut-être que je viendrai informaticien. Ensuite, il y en a à peu près 50% qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement supérieur, au-delà d'un essai dans les premières 2e années de fac ou d'années d'enseignement supérieur. Ça veut donc dire qu'il y a un potentiel effectivement et que notre système, tu vois, dans sa rigidité, qui n'accepte pas des compétences annexes, qui n'accepte pas ça, eh bien, ne sait pas gérer ce stock. Et comme on ne sait pas le gérer, les jeunes ne le développent pas. Tu dis les jeunes, effectivement, ils n'ont peut-être pas envie de bosser, ils ont peut-être pas envie, ils s'ennuient, donc du coup, ils attendent que ça passe. Oui, ils attendent que ça passe parce que c'est le modèle qu'on leur donne, parce qu'ils savent bien qu'il vaut mieux avoir un bac pro que rien, une licence qu'un bac pro, etc., etc. Ils savent ça. Après ça, on s'en fout comment on l'aura, l'important c'est de l'avoir. D'où les comportements de tricherie. Tu vois bien l'histoire avec compilation et autres. Or, à l'université de Taïf en Thaïlande, où le prof était abonné avec des feuilles blanches. Il paraît, oui, j'ai vu ça, oui, c'est étonnant. Ah oui, oui, c'est étonnant. Tu vois bien, on est dans des modèles qui sont en train de changer. Il faut du temps, il faut de la prise de conscience des décideurs, il faut de la prise de conscience aussi de la population. Je pense d'ailleurs que là-dessus, il y a un déficit des médias qui sont aussi nuls, je dirais, en termes de représentation sociale de l'enseignement que la population générale, ou plutôt même qui formatent parfois la population avec des idées toutes faites, alors qu'il y aurait vraiment de quoi faire si eux-mêmes, les gens qui ont la parole encore d'influence, avaient un minimum d'ouverture. Mais là, je peux te dire qu'on a du boulot. Hein. Là, on a du boulot. C'est une chance. Le numérique tout seul n'y arrivera pas, c'est clair. On y arrivera beaucoup si on s'appuie sur les jeunes. Et je pense que si on prend davantage en compte ce que disent et ce que sont les jeunes au quotidien dans le monde scolaire, on a des chances de faire évoluer le système. Par contre, si on continue de ne pas les écouter, si on continue de les mettre de côté, on l'a vu d'ailleurs, combien de projets, on n'a même pas demandé les jeunes. Ce matin, on nous disait, en Rhône-Alpes, tiens, t'as entendu, ce matin, Roger Masson dit, on a fait une enquête, on voulait associer les élèves, mais c'est très dur d'associer les élèves. Ils sont là, allez les voir, allez dans les classes. Ah oui, mais on voulait prendre les CVL, on voulait passer. Ah oui, d'accord, vous vouliez passer par l'institution, faire ça bien. Bon, on ne prend pas en compte suffisamment les élèves. En attendant, alors, je ne crois pas aux révolutions, je ne crois pas au grand soir. Par contre, je pense qu'il y a des révolutions minuscules. Et je pense qu'il faut favoriser ces révolutions minuscules, à condition, effectivement, et on le voit dans certaines écoles, je pense, alors certaines grandes écoles se le permettent aujourd'hui, le modèle de l'école de management de Lyon ou d'école centrale commence à émerger, où finalement les étudiants sont de plus en plus acteurs, de plus en plus actifs, mais on le voit aussi, et c'est ça qui est très intéressant, dans de nombreuses écoles primaires. Sauf que dès qu'arrive l'entrée en 6e, attention, on rentre dans le moule, et puis l'année prochaine, donc si on fait un peu de collège à l'école primaire, ce serait pas mal.
J'ai l'espoir que ça va changer, mais pas tout de suite. On va s'arrêter là peut-être parce que c'est l'heure de l'apéro maintenant. Bon, on est parti. Merci Bruno, à la prochaine. À la prochaine.